Selon les statistiques fournies par le NAMUS, environ 600 000 personnes sont déclarées disparues chaque année aux États-Unis. Bien que ce chiffre soit impressionnant, il est important de noter que plus de 80% des adultes disparus et environ 90% des enfants disparus sont retrouvés dans les 48 heures. Il est beaucoup plus rare que ces individus restent éloignés de leur foyer pendant des années, voire des décennies. Mais cela arrive tout de même. Restez avec nous pour l'épisode d'aujourd'hui, où nous examinons 3 cas de personnes qui ont disparu, puis sont réapparues des années plus tard. Jackie Iraine Crackman, 18 ans, a été vue pour la dernière fois par sa famille le 24 septembre 1965 chez ses parents à Columbus, dans l'Ohio. Ce jour-là, elle a confié ses 2 enfants à ses parents car elle devait se rendre à un mariage à Glenwood, dans l'Iowa, avec sa colocataire. Mais Jackie n'est jamais revenue chercher ses enfants. Peu après, ses parents ont découvert que la colocataire de Jackie était revenue de l'Iowa. Mais lorsqu'ils lui ont parlé, elle a révélé avoir déposé son amie quelque part, sans dire où. Lorsque les autorités ont enfin commencé à enquêter sur la disparition des années plus tard, elles ont découvert que le seul couple à s'être marié à Glenwood ce week-end-là ne connaissait ni Jackie ni sa colocataire et, après avoir interrogé la colocataire, ont conclu que la jeune fille de 18 ans était probablement partie de son plein gré. Au moment de sa disparition, Jackie traversait un divorce. Elle s'était mariée à 16 ans et avait donné naissance à son premier enfant peu après, mais le couple s'était séparé début 1965, avant que son mari ne demande le divorce en septembre. Sa sœur a déclaré aux autorités que Jackie avait préparé 2 valises pour le voyage, ce qu'elle trouvait étrange, puisqu'il ne devait s'agir que d'un week-end de quelques jours au plus. Apparemment, sa voiture a été retrouvée plus tard devant chez elle, mais ses valises avaient disparu. Pendant ce temps, Melvin Uphoff, 31 ans, a disparu de Rising City, dans le Nebraska, après avoir passé la journée avec sa femme et leurs 4 enfants et dîné avec ses parents. Il a dit à sa femme, tandis qu'elle préparait les enfants pour la nuit du 24 octobre 1965, exactement 1 mois après la disparition de Jackie, qu'il sortait acheter de la bière. Cependant, il n'est jamais rentré. À l'époque, en 1965, des rumeurs dans leur communauté locale prétendaient maintenant que le couple était parti ensemble après avoir eu une liaison. Melvin a disparu avec sa collection de pièces de monnaie et sa voiture, une Oldsmobile de 1954. Son véhicule n'a jamais été retrouvé et il a finalement été déclaré mort dans les années 1970. Pendant des années, les familles de Jackie et Melvin sont restées dans l'ignorance, sans réponse sur ce qui était arrivé à leurs proches. Selon le Charlie Project, la disparition de Jackie n'a été signalée que dans les années 1990, bien que sa sœur ait noté que la police en 1965 ne s'intéressait pas à l'affaire, déclarant « Un documentaire, sorti en 2008, a montré que personne n'avait interrogé la colocataire ou le mari séparé de Jackie après sa disparition. » La sœur de Jackie a ajouté plus tard qu'une femme, ressemblant à sa sœur disparue, avait assisté aux funérailles de leur mère et s'était présentée une fois sur son lieu de travail, mais était partie avant d'être interrogée. Pendant des décennies, personne n'a su ce qui était arrivé au couple. Mais finalement, en mai 2009, la vérité a éclaté lorsque les autorités ont retrouvé leurs traces et leur ont parlé au téléphone. Melvin et Jackie avaient quitté leur famille pour commencer une nouvelle vie ensemble. Deb Collins, porte-parole de la police d'État du Nebraska, a noté que le couple n'avait commis aucun crime et était parti de son plein gré. Elle a refusé de dire où ils vivaient désormais, le couple ayant demandé à préserver leur vie privée. On ignore s'ils ont contacté les 6 enfants qu'ils ont laissés derrière eux. Après 44 ans, leurs affaires étaient enfin résolues. Tanya Catch McCrum, née le 14 octobre 1981, Tanya Catch McCrum a fait la une des journaux nationaux lorsqu'elle a soudainement disparu au milieu des années 1990. Élève à la Cornell Middle School de McKeesport en Pennsylvanie, Tanya, 14 ans, s'est liée d'amitié avec le gardien de sécurité de l'école, Thomas Oz, un homme de 24 ans. Tout a commencé lorsque Oz a surpris Tanya sécher les cours, mais a promis de ne pas la dénoncer. Reconnaissante de sa compréhension, Tanya s'est prise d'affection pour l'homme plus âgé. Au cours des mois suivants, Oz a commencé à faire sortir Tanya des cours pour discuter et à la couvrir de cadeaux
allant des bonbons et fleurs à de l'argent pour des cigarettes. Tania a expliqué plus tard qu'elle était particulièrement vulnérable en 1996. Sa vie familiale était mouvementée, ses parents traversant un divorce difficile, et elle avait commencé à sécher les cours car elle était impitoyablement harcelée. Lorsqu'elle a raconté ses problèmes à Oz, il a commencé à la convaincre qu'elle devrait quitter la maison et venir vivre avec lui. Après qu'il l'a embrassée dans la cage d'escalier, elle a commencé à croire qu'elle était amoureuse de cet homme de 38 ans. Tania s'est présentée chez Oz à Makisport, à quelques kilomètres de chez elle, le 10 février 1996, soulagée de pouvoir faire un nouveau départ, mais la situation est immédiatement devenue un cauchemar. Oz vivait avec ses parents et son fils majeur. Il a pris de grandes précautions pour que Tania ne soit pas trouvée. Il la gardait enfermée dans sa chambre et elle devait utiliser un seau pour ses besoins. Il lui interdisait de sortir de la maison, même pour aller en cours. Tous les jours, elle était enfermée dans sa chambre et subissait régulièrement des violences sexuelles. Elle ne mangeait que les restes de ses repas à lui, et il l'obligeait à écrire tout ce qu'il lui faisait dans un journal. Il utilisait ensuite ses écrits pour se vanter devant ses collègues et amis. Plus tard, Tania a déclaré, dans un entretien au journal The Independent, elle a expliqué que c'était la peur qui l'empêchait de s'enfuir. « Il m'avait menacé de me tuer pendant mon sommeil », a-t-elle témoigné. Il disait qu'il me jetterait dans un sac poubelle et dans la rivière. C'est à l'âge de 18 ans qu'elle a découvert qu'elle était officiellement portée disparue, en voyant son nom et sa photo dans un journal local. Peu après, il a enfin commencé à la laisser sortir de sa chambre. Il lui a donné un nouveau nom, Nikki Allen, et l'a présenté à sa famille comme sa petite amie qui allait s'installer. Bientôt, Tania a même eu le droit de sortir de la maison, notant « Il me faisait confiance pour sortir parce qu'il savait que j'étais conditionné ». Elle allait le plus souvent à l'église ou à la charcuterie du quartier, mais elle avait toujours un couvre-feu strict et devait surveiller l'heure pendant ses sorties. Ses premières sorties dans le monde réel avaient été intimidantes, se souvient-elle, déclarant « Il m'avait donné ses instructions spécifiques et tout, et je suivais les instructions, je faisais ce que je devais faire, mais j'étais comme un cerf dans les phares là-dehors. » Être à l'extérieur avec le reste de la société a fait réaliser à Tania que sa relation avec Oz n'était pas normale. À son insu, elle a rapidement pris un petit emploi de quelques heures par jour à la charcuterie locale, J.J.'s Deli Mart, tenue par Joe Sparrow. Elle s'est liée d'amitié avec Joe et ses collègues et a rapidement réalisé « J'ai vu comment une famille devrait être et je me suis dit « c'est ce que je veux ». En 2006, 10 ans après sa disparition et le début du cauchemar, Tania a raconté à Joe ce qui lui était arrivé. Elle lui a dit « Si vous allez sur un site web pour enfants disparus, vous verrez ma photo ». Joe a ensuite contacté son fils, un policier, à la retraite qui connaissait l'affaire de Tania. Peu après, des enquêteurs se sont présentés chez Oz et l'ont arrêté. En 2007, Thomas Oz a plaidé coupable à une myriade d'accusations, notamment agression sexuelle statutaire, corruption de mineurs et agression indécente aggravée, entre autres, et a été condamné à 15 ans de prison. À son audience, Tania a lu une déclaration d'impact de la victime et lui a dit qu'elle n'était plus sa marionnette. Elle a ajouté « Oz a été libéré de prison en 2022 et est un délinquant sexuel enregistré. » Tania, pour sa part, a déclaré qu'elle était très heureuse dans la vie. En 2017, elle a coécrit le livre « Memoir of a Milk Carton Kid » de Tania Catch Story. En 2018, elle s'est mariée et est devenue belle-mère. Et bien qu'elle ait initialement eu de bonnes relations avec son père après l'enlèvement, elle a depuis révélé qu'il croit qu'elle est en partie responsable de ce qui lui est arrivé, ce qui a conduit à leur éloignement. Elle est en revanche très proche de sa mère qui a tout fait pour aider Tania à reconstruire sa vie après son retour à la maison. Elle est également tombée à nouveau sur Joe, à qui elle attribue le mérite de l'avoir sauvée d'une situation horrible, et ils ont discuté de tout ce qui s'était passé au fil des ans. Tania est très franche sur les dangers du grooming, prédateur qui manipule, et parle souvent de ce que les jeunes peuvent en faire pour repérer les signes d'un prédateur. Paul Joseph Fronczak. Paul Joseph Fronczak est né le 26 avril 1964 à l'hôpital Michael Reese de Chicago dans l'Illinois.
de Chester et Dora Franczak. Cependant, la joie de ses parents à sa naissance a vite été étouffée lorsque Paul a disparu de l'hôpital. Selon Dora, une infirmière est entrée dans la chambre et lui a dit que le médecin voulait examiner le bébé. Dora a remis son fils et il ne lui a jamais été rendu. De l'avis général, la femme qui avait pris Paul était habillée en infirmière mais ne faisait pas partie du personnel. Elle s'est ensuite enfuie de l'hôpital et n'a plus jamais été revue. Les recherches qui ont suivi pour Paul Franczak ont été la plus grande chasse à l'homme que la ville de Chicago ait jamais connue, impliquant 175 000 postiers, 200 policiers et le FBI. 600 maisons ont été fouillées en moins de 24 heures, mais aucun signe du bébé disparu n'est apparu. L'histoire a fait la une des journaux à travers le pays, et les Franczak ont lancé des appels désespérés pour le retour sain et sauf de leur bébé. Dora déclarant « Pendant 2 ans, Chester et Dora Franczak ont pleuré la perte de leur nouveau-né, tandis que les enquêteurs suivaient chaque piste qu'ils trouvaient. Malheureusement, à l'époque, la police avait très peu d'éléments, disant aux parents que, à l'époque, la forme de l'oreille d'un nourrisson était considérée comme unique, comme une empreinte digitale. Les autorités ont examiné le dossier d'environ 10 000 bébés, mais aucun n'a été identifié comme Paul. Puis, en 1966, le FBI a contacté les Franczak au sujet d'un bébé abandonné qui venait d'être placé en famille d'accueil. Le garçon, à qui on avait donné le nom de Scott McKinley, avait été trouvé abandonné en juillet 1965 au milieu d'un centre commercial bondé de Newark dans le New Jersey. L'enfant se trouvait dans une poussette et avait un œil au beurre noir. Le FBI s'attendait à ce que les parents se manifestent immédiatement pour le réclamer, mais personne ne s'est jamais présenté, et il a donc été placé en famille d'accueil. Les autorités ont soupçonné qu'il pourrait s'agir de Paul Franczak disparu, car il était le seul garçon qu'ils ne pouvaient pas totalement exclure de l'enquête. Après avoir été contactés, Dora et Chester ont voyagé jusqu'au New Jersey pour récupérer le petit garçon qu'ils croyaient être leur fils. Bien plus tard, Paul a déclaré que sa mère pouvait, je cite, il a ajouté « Elle a fait ce qu'elle pensait être juste et je suis content qu'elle l'ait fait ». Pendant des années, la famille a vécu en harmonie, mais les doutes de Paul ont commencé à naître lorsqu'il avait 10 ans et a découvert des coupures de journaux sur l'enlèvement dans un vide sanitaire où il cherchait des cadeaux de Noël. Lorsqu'il a confronté ses parents, ils lui ont dit qu'il avait en effet été enlevé bébé. Mais je cite « Nous t'avons retrouvé, nous t'aimons, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir ». En y repensant plus tard, Paul a déclaré qu'après cela, il a commencé à s'interroger sur sa véritable identité, mais il n'en a jamais parlé avec ses parents. En grandissant, il en a appris plus sur ce qui lui était arrivé bébé, déclarant « Mon père a dû quitter le travail, aller à l'hôpital et dire à sa femme que le bébé avait disparu. On pense être en sécurité, on est à l'hôpital, et c'est là que votre bébé est kidnappé. » En 2012, Paul a finalement cédé à son désir de connaître la vérité. Il a fait un test ADN et a demandé à ses parents d'en faire de même. À sa surprise, ils ont accepté. Il se souvient, mais il est arrivé un moment où j'avais besoin de savoir. Ils se sont rencontrés pour faire le test, mais Dora et Chester ont ensuite appelé Paul pour lui demander de ne pas l'envoyer. Il l'a fait quand même, et on lui a dit qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il soit l'enfant biologique de ses parents. Paul se souvient encore de l'appel téléphonique ce jour-là, lorsqu'il a appris que tout ce qu'il savait de lui-même était faux. Il a déclaré « Tout ce que je pensais savoir sur moi-même, ma date d'anniversaire, mes antécédents médicaux, être polonais, être catholique, même être taureau, est parti par la fenêtre, et pendant 1 seconde, je ne savais plus qui j'étais. Alors, qui étaient ses parents, et qu'est-il arrivé au vrai Paul Franczak ?» Ces questions semblaient plus difficiles à répondre, maintenant que Paul connaissait la vérité sur sa famille. L'année suivante, un groupe de bénévoles généalogistes appelés les DNA Détectives a pris l'affaire de Paul. En juin 2015, ils ont annoncé qu'il était Jack Rosenthal d'Atlantic City, dans le New Jersey, né en 1963, disparu en 1965 et porté disparu pendant plus de 40 ans. Non seulement cela, mais sa sœur jumelle, Jill Rosenthal, avait également disparu. En parlant avec ses proches biologiques, Paul a découvert que soudainement, les membres de la famille avaient été cessés de voir Jack et Jill Rosenthal. Leurs parents, Gilbert et Marie, trouvaient toujours des excuses.
pour expliquer où étaient les jumeaux et pourquoi ils n'étaient pas disponibles pour recevoir des visites. De plus, les jumeaux avaient été gravement maltraités et négligés durant leur enfance. Un parent affirmant avoir vu les enfants assis dans une cage. De la vie générale, leur père souffrait de TSPT et de problèmes de colère, tandis que leur mère était alcoolique. Un autre témoin, une babysitter pour les Rosenthal qui s'occupaient de leurs autres enfants, s'est vu dire un jour de laisser les jumeaux seuls à l'étage. Lorsque la babysitter est allée vérifier quand même, elle les a trouvés dans une pièce vide, ne contenant que 2 lits d'enfants. La pièce sentait l'urine, car les draps n'avaient jamais été changés et les 2 enfants étaient sales. Elle a noté que Jack avait un œil au beurre noir. Les Rosenthal auraient été furieux lorsqu'ils ont trouvé la babysitter avec les jumeaux. Après avoir appris la négligence de ses parents biologiques, Paul a déclaré « Mes vrais parents n'étaient vraiment pas des gens très gentils. Je les remercie de m'avoir abandonné, car cela m'a permis d'être avec les Franczak. Ils m'ont sauvé la vie. » Paul a d'abord cru que quelque chose de tragique était arrivé à Jill, et qu'en conséquence, il avait été abandonné, car il ne pouvait expliquer la disparition d'un seul jumeau. Cependant, plus tard, il a changé d'avis et a déclaré croire que Jill pourrait être en vie. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités a créé une image de ce à quoi Jill pourrait ressembler à l'âge adulte, bien qu'il n'y ait aucune photo de Jill bébé. L'artiste qui a créé le portrait a basé l'image sur celle de divers membres de la famille. Jusqu'à présent, elle n'a pas été localisée. Gilbert et Marie Rosenthal sont tous deux décédés dans les années 1990 et ne peuvent donc être interrogés ou tenus responsables de ce qui est arrivé. Enfin, en 2019, le vrai Paul Franczak a été localisé. Il a été identifié comme étant Kevin Ray Batty et l'annonce a été faite l'année suivante, après sa mort le jour de son 56e anniversaire. Avant sa mort, il a parlé plusieurs fois au téléphone avec Dora Franczak, mais ils n'ont pas pu se rencontrer avant son décès. Kevin a été élevé par Lauren Fontaine, qui sortait avec un médecin de Chicago lorsqu'elle a soudainement déménagé en Arkansas pendant 1 an avant de revenir avec le bébé. Cependant, Lauren est née morte en 2004 et on ne sait pas comment elle est venue à avoir le garçon disparu avec elle. En 2024, de nombreuses questions restent en suspens dans cette affaire. On ne sait pas qui a enlevé Paul de l'hôpital, ni ce qu'est devenu Jill Rosenthal, mais les investigations se poursuivent. Et voilà, vous avez tous les faits. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et à la prochaine fois.